prenant pour appui vos exposés écrits, mais je préfère improviser et insister sur la richesse. Et alors je vois beaucoup de convergences, ce qui n'est pas évident a priori, donc je vais compléter les exposés. Le premier, c'est que la théorie financière se présente comme extrêmement homogène. On a des modèles mathématiques généraux. Et dans les débats, le mot financiarisation apparaît dans tous les pays, même au Bangladesh. Et de même que le mot terrible qu'est le néolibéralisme. Et alors, ce que nous apprend la confrontation des deux exposés, c'est que la théorie économique et macro-financière naît aux États-Unis, qui concentre remarquablement le nombre de chercheurs. Et cette théorie sert de référence à l'ensemble des pays. S'ils sont retardés, c'est qu'ils ont un écart par rapport à la dynamique. Alors, ce qui me plaît beaucoup en confrontation avec vos deux exposés, c'est que ce qui permet le dynamisme des États-Unis crée la dépendance financière de l'Amérique latine, dont on détruit le régime. Alors, vous voyez très bien l'intérêt de cette comparaison, c'est que nous vivons dans un monde interdépendant, mais la même théorie ne s'applique pas, elle dissimule des mécanismes complètement hétérogènes et on tend à complètement minorer les facteurs réels d'éducation, etc., par la domination du modèle américain. Le modèle américain était tellement puissant qu'il devient la norme, y compris des économies hétérodoxes. Première conclusion. Deuxième, je voudrais vous suggérer, puisque là vous allez avoir accès aux archives, mais bien sûr, il faudra qu'elles s'ouvrent. Reproduire ce que vous avez fait pour l'analyse de la diffusion des cartes de crédit, pour, par exemple, la titrisation des prêts hypothécaires. Et la grande idée et la chose suivante, c'est que toutes les époques, depuis la spéculation sur les tulipes, on imagine qu'on a trouvé des innovations tellement puissantes que le taux de rendement va jusqu'au ciel. Et comme les générations se succèdent, et que les cours d'histoire économique ne sont pas les plus répandus dans le monde, ben, c'est toujours nouveau. Et se répète ce cycle tout à fait extraordinaire. Et alors, c'était tout à fait intéressant de voir dans la nouvelle économie, les techniques mathématiques nous ont permis un arbitrage sans précédent entre risque et rendement. Et c'était une illusion. LTCM fait faillite, etc. Mais du coup, la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que ces études nous donnent la financiarisation, c'est un phénomène social. Si je vais aller en Uruguay, les couples ne se rencontrent pas dans leur score de crédit. Et si je vais en Chine, le score de crédit, qui est contrôlé par l'État, mesure la citoyenneté. Vous voyez, attendez, vous voyez, ça ressemble, ça paraît pareil. Et cela n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, vous voyez l'aspect du comparatisme. Attention, le comparatisme nous met les pieds sur terre. Là, le discours est original et il dissimule des évolutions tout à fait. Et la connaissance du terrain devient... Deuxième, j'ai bien aimé votre idée, seul le comparatiste voit les récurrences. Parce que d'où vient la mémoire des crises passées? Elles sont arrivées à 3 éléments, incorporés dans les théories. Lorsque la théorie keynésienne qui disait que les marchés sont instables et inégalitaires cède à l'idée de l'économie de Dr Pangloss, le marché est pouvoir, premièrement, on annihile les facteurs de détection des crises. Avec l'idée, les banques sont rationnelles, elles ne vont pas donner trop de quoi faire faillite. Donc, la première. Deuxième élément, c'est dans les institutions. On a toute une série de réglementations. Et puis, des jeunes générations arrivent et disent, mais qu'est-ce que c'est que cette séparation des banques de commerciales? Mais qu'est-ce que c'est que cette limitation des taux d'intérêt? C'est complètement irrationnel. Libérons donc la dynamique. Et s'engage une dynamique qui va reproduire la dynamique. Et il n'y a que quelques individus dont les habitus qui ont vécu la crise antérieure, qui connaissent, prenons l'exemple, certains traders à Londres se sont retirés du marché de la nouvelle économie en disant « Je ne comprends pas qu'on cote les compagnies téléphoniques au nombre d'abonnés alors qu'ils ne font que des pertes. Moi, je me retire, ce marché est fou. » Mais ils sont minoritaires, ils ne t'aident pas le marché. Donc vous voyez très bien que l'aspect qui est tout à fait intéressant, la mémoire, c'est nous qui la portons, mais les individus sont embarqués dans leur propre dynamique. Quatrième point qui m'a beaucoup impressionné, c'est d'où vient l'information pertinente pour contrôler les crises financières. Dans le passé, c'était l'État, le système qui contrôlait à l'époque de la réglementation financière. Ce qui me semble très frappant, prenons l'exemple des agences de notation. C'était elles qui disaient, mais continuez, parce qu'elles avaient une notation purement contracyclique. Et ce sont les acteurs privés, vous l'avez très bien décrit pour le score de crédit,
qui, à travers une boîte noire, conditionne la dynamique d'ensemble du système. Et cette perte d'influence, c'est... Alors, je vous donne une anecdote. J'avais étudié en Coréen, je voulais faire étudier les transferts de richesse à l'occasion des crises financières. Vous imaginez que c'est tout à fait important. Nous n'avons jamais pu avoir accès à l'information. Elle est trop précieuse. Vous voyez le problème. Donc je suis très sensible à votre argument. Dernier point, là, c'est le temps long, effectivement. Moi, je trouve que l'aspect qui est tout à fait intéressant. Vous voyez, les formations sociales interagissent, mais elles ont leur temps propre de dynamique. Et elle est très résiliente. Louis a fait sa thèse sur l'Argentine. Pour nous, depuis 1976, nous visons la même répétition, la troisième onde d'un mécanisme. Mais la chose qui est tout à fait intéressante, les acteurs ne voient ça comme une nouveauté absolue. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'oubli de façon... Alors, dernier point important, il y a des enquêtes qui montrent la crise de 2008 est traumatique. Mais si vous faites une enquête auprès des traders, au bout de cette année, tout se passe comme s'ils avaient éliminé la possibilité d'une crise. La probabilité est égale à 0. Ce qui est un magnifique mécanisme de reproduction des crises, puisqu'on est tellement malin que ça ne peut pas se reproduire. Donc, vous voyez, de nouveau, le comparatisme est un peu tout à fait isolé. Alors, dernier point, vertu du comparatisme, ça révèle, moi, ce qui m'a plu en étudiant en stéréo vos exposés, c'est la dépendance qui était liée au terme de l'échange est passée sur la dépendance financière. Et le dernier graphique, avant-dernier graphique qu'a montré Luis, est impressionnant. C'est l'humeur des Golden Boys de New York qui fait 80% de la variance, quelque chose comme ça. Voilà, 50%. Vous vous rendez compte que derrière la même dynamique se trouvent des dynamiques tout à fait... Alors du coup, question, est-ce que vous pourriez, à vous de chacun, est-ce qu'on irait refaire cette même étude sur la période contemporaine? Il faudra attendre que les sources parlent. Parce que ça me semble très important de voir et deuxièmement, alors, est-ce que ton pessimisme ne vient pas beaucoup de la fréquentation de l'Argentine? C'est-à-dire que, vous voyez, chacun est teinté et produit de sa société. Vous avez vu les ratings de crédit, l'optimisme, etc. Et lorsqu'on est argentin, on est assez pessimiste. Donc, chercheurs, faites attention. Vous importez dans le champ académique vos propres habitudes. Mais c'est ce qui a fait l'intérêt en stéréo de ce siècle. J'ouvre donc, alors j'aurais pu parler encore beaucoup plus longtemps, parce que la théorie financière c'est ma passion, mais j'ouvre volontiers le débat. Alors j'ai laissé parler parce que c'était riche. Attendez, oui, attendez. On a visité des continents qui n'avaient rien à voir. Donc voilà, c'est ça la vertu de la comparaison. Il faut comparer des choses qui sont comparables, mais immédiatement on voit apparaître un enrichissement complet de la dynamique de la société. C'est pour ça que pour moi, alors je suis un disciple bourdésien attardé, la voie royale des sciences sociales, c'est la comparaison dans le temps et dans l'espace. L'autre variant, c'est l'axiomatique. Mais l'axiomatique, j'ai commencé ma vie comme ça mène pas très loin. Donc voilà, vous voyez, alors j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Moi, c'est du petit lait. Vous avez sans doute des tas de questions. Et j'ouvre donc volontiers la parole. Ok. Oui, j'ai une question concernant l'intervention sur les États-Unis. Vous avez parlé à la fin d'éventuelles propositions alternatives à la constante des crédits proposée donc par le prix Nobel de la paix, enfin ce prix Nobel de la paix. Et j'aurais voulu en savoir plus un petit peu sur qu'est-ce qui se pense aujourd'hui en tant que nouvelle alternative au crédit. C'est tout. Je pose à mon collègue les questions, vous voulez répondre séquentiellement? Allez-y, allez-y. Moi, je veux bien répondre. Mûrissez vos questions. Hein. Je peux répondre sans micro? Ah oui. Il est là. Vous voulez que je réponde maintenant, hein? Oui. Oui, et merci pour votre question. En fait, il y a peut-être 3 éléments que je pourrais vous apporter. C'est d'une part, alors Younous, là en particulier, parlait du fait que, donc il est bangladeshi, et Grameen Bank, qui est la banque qu'il a créée de microcrédit au milieu des années 70, a ouvert plusieurs succursales aux États-Unis. Donc, ce qui paraît assez étonnant, donc en particulier dans un quartier de New York qui s'appelle Jackson Heights, qui fait partie du Queens, donc qui est extrêmement cosmopolite, probablement
quartier le plus cosmopolite des États-Unis. Et ce qu'il essaie de faire, alors il y a eu aussi un certain nombre de scandales liés à Yunus sur l'utilisation des crédits, une forme de corruption, etc. Donc je ne suis pas ici en train de vous donner une parole univoque sur la question, mais c'est essayer de lier quelque chose qui est très financier, qui est très lié à un remboursement et un calendrier de remboursement, à un développement social. Donc ça, c'est vraiment ce que Yunus essaye de faire. Et donc ce qu'il essaye de faire, et en tout cas ce qu'il essaye de dire, c'est d'associer, vous voyez, des éléments financiers qui aux États-Unis sont incontournables, en leur rendant une épaisseur sociale. Donc le microcrédit, ça passe en particulier premièrement par les femmes. Donc c'est quelque chose qui est genré de ce point de vue-là. Et c'est-à-dire qu'on accorde plus de crédit. Ici, je dis la capacité à rembourser dans les temps est considérée comme supérieure si ce sont des femmes qui sont à la tête du projet, et aussi au collectif. C'est-à-dire qu'il faut absolument que toute demande... Donc ça peut être, vous voyez, des choses très simples, l'ouverture d'un salon de coiffure, vous voyez, ou l'achat d'une chaise pour un barbier, quelque chose comme ça. Mais il faut que ce soit des femmes qui soient à l'origine de la demande, et il faut qu'il y en ait plusieurs. Et il y a un système d'entraide qui est vraiment écrit dans un contrat. Donc je donne des choses vraiment très pratiques, où vous avez une chaîne de soutien, vous voyez, qui se met en place si jamais l'une de ces personnes ne peut pas rembourser. Pour vous donner une idée des sommes en jeu, elles sont relativement faibles. C'est $1 000, $1 500, vous voyez, qui sont en train de trier. Donc c'est ça aux États-Unis, c'est ça le microcrédit. Ce qu'explique aussi Yunus, c'est la façon dont il faisait fonctionner, dont le microcrédit a démarré au Bangladesh. C'était ce qu'il appelait money and seeds. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de l'argent qui était prêté, donc des sommes vraiment infimes, c'est a penny, donc vraiment des choses extrêmement cent, voilà, dollar, même moins, qui étaient prêtées. Et avec le prêt de cet argent était aussi donné un petit sachet de graines. Et donc il fallait que les personnes à qui on prêtait cet argent s'engagent à planter donc les graines dans leur jardin pour pouvoir, voyez, récolter. Donc ça veut dire travailler la terre, l'arroser tous les jours. Donc c'est une espèce de discipline de la terre qui devait se retrouver, selon lui, dans la discipline que l'on avait ensuite avec l'argent. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'était « I lend you money and I dig a hole ». Donc ça, je vous donne en anglais parce que c'est l'utilisation qu'il en fait puisqu'il parle anglais. Et donc c'était l'idée de créer à chaque fois aussi des sanitaires sur le lopin de terre, enfin, ou dans proche de la personne qui était, à qui on avait prêté de l'argent. Voilà. Donc c'est ce qu'il essaye de faire, enfin ce qu'il essaie de dire, c'est que ces éléments qui paraissent extrêmement à la fois rustiques, extrêmement basiques, vous voyez, ce sont des choses qui, selon lui, peuvent être répliquées, peuvent être utilisées dans nos, entre guillemets, sociétés occidentales dites développées. Donc l'idée, c'est de trouver what is the seed and what is the sanitary, the whole of your developed economies and countries. Voilà. Donc c'est ça, en fait, qui engage les gens à penser. Ce qui consiste à réarticuler le crédit et la dynamique productive. Exactement. Et non pas la pure spéculation du crédit. Et la pure financiarisation. Donc c'est des tendances qu'on a connues aux États-Unis. C'est une autre comme les tontines, c'est une autre conception du crédit. Voilà. Parce que ce qu'a vu dans votre article, c'est que les Américains étaient, les descendants de la Mayflower étaient avares, ne voulaient pas s'endetter, et la grande victoire des banques, ça a été de dire que c'est très bien de s'endetter. Si on va en Allemagne où la dette c'est la faute, on s'aperçoit qu'on n'a pas, malgré la modernisation des banques, on n'a pas créé cette idée qu'on peut s'enrichir par la finance. Et du coup, c'est un autre élément qui limite le modèle américain. Il faut engendrer des personnalités suffisamment flexibles pour s'engager qu'on s'enrichit en gérant bien son patrimoine. Vous voyez, voilà. Donc Yunus, c'est non, le crédit, c'est l'anticipation des capacités de production et des réseaux de moyens. Donc, et c'est aussi une façon de limiter les excès de la financiarisation, parce que tout n'est pas négatif. C'est donc ce que disait Louise tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la volatilité, alors ce qu'on appelle aux États-Unis le short-termism, le court-termisme, voilà, donc ça remet complètement à plat complètement la notion, la valeur, la définition de l'investissement, puisque l'investissement peut être considéré comme totalement antinomique de quelque chose qui est à court terme.
Et pourtant, c'est une valeur fondamentale de toute opération de trading un peu folle et extrêmement volatile. Une seule, c'est très court parce que là, ça donne l'impression que le système de microcrédit, c'est quelque chose de magnifique, etc. Moi, j'ai dû présider la commission qui préparait le rapport pour le G20 sur les microcrédits. C'était intéressant parce que il y avait quelqu'un, il y avait les banques, etc., sur la discussion du microcrédit, et quelqu'un dit j'ai fait une proposition qui devait être discutée au sein du G20, c'est qu'on permet la titrisation des crédits, des microcrédits. Ah, génial! Je dis, mais... Et ça, attendez, c'est après 2008. J'ai dit, mais vous voulez 2008 au carré ou quoi? Et le type, il était convaincu. C'est une grande banque. Je ne vais pas donner les noms de la BNP, mais c'était intéressant. J'ai dit, mais ils n'ont rien compris, ce type. Et le pire, il me dit, mais vous savez, c'est brillant. Pourquoi? Les taux de rentabilité de ces opérations sont énormes, bien sûr. Parce que les taux sont presque usuraires. Ça, il me dit, vous imaginez, on prête $1. Oui, et le lendemain, le type, il doit ramener $2. Ah, génial. Le type, il a planté ses petites graines, etc. Sauf que le taux d'intérêt, il est presque infini. Non, il est 1000%, non? Je ne sais pas, mais c'est tellement énorme. C'est 100% sur 24 heures. Bah. Ok, c'est brillant. Si j'arrive à titriser ces trucs-là, je suis riche, quoi. Bon, c'est pas pour que tu aies critiqué, mais bon. Non, mais j'en ai marre de cette forme. Ce que je dis, c'est pas ce que je dis moi, c'est ce que dit Younous. Le problème du microcrédit, c'est comment on passe du microcrédit au crédit dit normal. Voilà, c'est-à-dire comment on passe à l'étage. Voilà, est-ce qu'on rentre dans comment est-ce qu'on sort de la marge, puisque ça reste quand même un élément marginal et qui touche une petite fraction de la population. Et comment alors, et puis d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable, vous voyez, de faire en sorte que margins goes into the mainstream. C'est ça la grande question. BNP Paribas d'ailleurs est aussi les premiers fonds spéculatifs qui ont fait défaut en 2007, à l'été 2007, au début de la crise des subprimes, c'est BNP Paribas. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi tu parles de BNP. Parce que tu as cité. J'ai rien dit. On voit la prégnance des idées, la tritisation, c'est efficace, ça réduit le risque, etc. Donc on voit bien, même dans l'orthodoxie, du coup, l'aspect important, c'est le rôle des idées. Soit que les théoriciens proposent et que les hommes politiques adorent. C'est ultra important. En dépit de l'invalidation de le pronostic, ces idées cheminent. Et c'est ça qui, en plus, rend l'étude des crises, c'est un métier d'avenir. Hein. Je peux vous assurer qu'on n'est pas prêt d'avoir l'extinction des crises. Hein. Elles se reproduisent endogènement à travers ce mécanisme. Allez-y, vous avez sans doute beaucoup de questions. Ou l'économie vous a terrassé. Si, non, allez-y pour l'enregistrement. Féliciter 3 intervenants. Oui, alors j'ai une petite question. Vous ne trouvez pas, ne pensez-vous pas plutôt que le fait qu'on ait aussi oublié que la consommation dépend de la production fait qu'on a aussi, au fil avec trop, disons, embelli l'aspect économie réelle, économie productive, en stigmatisant beaucoup la finance, bien sûr. Alors ce que je me dis, c'est que si on parle de relancer un modèle d'accumulation, quelle production industrielle on doit donner, d'une part? Quel type de production industrielle? Nous ne sommes plus au 19e siècle, nous sommes au 21e siècle, donc c'est une production industrielle qui va être différente. Et deuxièmement, si c'est une consommation, on ne peut pas non plus, ça c'est pour les États-Unis aussi, ignorer le poids de l'endettement. Le poids de l'endettement, la consommation est aussi peut-être le meilleur moyen, un remède présent pour faciliter la transition vers un nouveau modèle de production industrielle que nous sommes en train de chercher au niveau international. Merci de votre réponse. Louis? J'arrive pas très bien à comprendre la question. En gros, vous parlez de production. Système productif, oui. À la fin de votre intervention, vous dites clairement qu'il faut quand même s'occuper de l'accumulation du capital, en gros. Oui. Bon, alors le seul problème, c'est bien sûr quelle production il faudrait mettre, parce que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes plus au siècle où on pourrait éventuellement faire une révolution industrielle à la latino-américaine ou adaptée au pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'ai compris. Mais la question, c'est que l'Amérique latine, il a une structure que, depuis les années 80,
il est devenu primaire absolu, ça veut dire on est revenu au début du siècle, du XXe siècle, hein, donc 1900, un peu modernisé, bien sûr, avec des structures de propriété de la terre, etc., un peu changé, donc il y a des différences, bien sûr. Les acteurs, ils ont un peu changé, mais le système productif, il est tributaire de la production de matières premières et de l'insertion internationale, parce qu'il faut vendre pour pouvoir importer tout le reste. Okay? Parce que notre système productif ne produit pas. Oh, si on arrivait comme les cas brésiliens, on commence à fermer tout, parce qu'on est sauvé, les prix de matières premières nous annoncent un siècle de croissance, etc., ce qui a duré 5 ans. Bon, 10 ans. Mais on imagine que ça va. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est pas qu'est-ce que je propose, c'est qu'est-ce que les hommes politiques ils ont fait. Ils ont distribué la rente. Ils ont distribué la rente, ils se sont trouvés à la fin avec une distribution de Venezuela, Argentine, etc., même le Brésil, les Lula, etc. On distribue la rente. Je ne parle pas de la partie que je m'empoche, mais j'ai distribué la rente. Ces rentes-là ont servi à importer, pas à créer des capacités productives. On n'a pas de politique industrielle, on n'a pas de politique de recherche, on n'a pas de politique d'éducation. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La rente a servi à sortir des gens, pas sortir parce que je crois que tu l'as vu dans une présentation en Argentine, c'est-à-dire l'impact du transfert, des politiques de transfert en Amérique latine n'a rien à voir avec les impacts de la France ou de l'Europe. Vous avez fait des politiques massives, d'emplois massifs, etc. Et votre impact, c'est 2%, 3%. Oui, sur du unique, ne change presque pas. Hein? Il n'y a pas de distribution réelle. Il n'y a pas de redistribution réelle. Donc, vous me vendez un modèle redistributif de gauche, génial, qui oublie Lénine, entre parenthèses, bon, et qu'il fait la redistribution des rentiers, etc. Résultat final, la distribution ne s'est pas améliorée, la pauvreté n'a pas diminué. Bon, elle a diminué un tout petit peu. Et le système n'est pas capable de reproduire ce système-là si l'insertion internationale ne vous le permet pas. Si les prix de matières premières chutent, il n'y a plus des excédents, donc il n'y a plus de rente à distribuer. Donc votre système, il tombe. C'est ce qui s'est passé à Venezuela, c'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qui s'est passé en Argentine, etc. Il n'y a pas, sauf le Chili, qui a une structure institutionnelle et une insertion internationale. C'est intéressant, tu le disais, c'est la côte du Pacifique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les Chiliens, ils ont dit, le Mercosur, je me méfie beaucoup de ces gens-là. Et donc, ils préféraient trouver une dynamisme forte et stable que l'instabilité. Vous pensez à l'Uruguay. L'Uruguay, c'est le pays le plus social-démocrate de l'Amérique latine, tout petit pays. Il est écrasé en permanence pour les deux. Le Chili a dit, je ne suis pas Uruguay. Et je vais créer des formes institutionnelles pour garantir que le cycle ne va pas m'impacter au-delà d'un certain limite. Donc, je vais gérer l'excès des rentes à la norvégienne. Je vais créer un énorme fonds qui me permet de stabiliser, etc. Et donc, il peut changer de droite à gauche, le président. Il vient de changer de la gauche à la droite. Avant, c'était Piñera, après Bachelet, maintenant c'est Piñera, etc. Et c'est intéressant, il y a des constantes institutionnelles qui essayent de ne pas changer et de profiter de l'insertion internationale et d'éviter certaines insertions internationales. Ben, les autres pays supposent que l'insertion internationale, elle est ce qu'elle est et je peux faire ce que je veux. Je peux faire la distribution de la rente sans m'inquiéter de ça. Lorsque, bon, défaut argentin,
Macri arrive au pouvoir, dit mais il n'y a pas de problème. Si je n'arrive pas, je m'endette, compte tenu que le monde va me prêter parce que je suis sérieux. Le monde l'a prêté jusqu'à un certain point, et après il a dit non, je ne te prête plus parce que toi tu es en danger. Et donc l'Argentine rentre dans son énième crise, et avec des résultats incertains. Pour prolonger ce que dit Louis, le Chili a pour particularité d'avoir un carré qui permet, qui interdit l'entrée massive de capitaux qui ne s'investiraient pas, alors que tous les autres pays ont dit venez à moi. Mon taux d'épargne n'est pas important, mais l'étranger va financer mon capital productif. En fait, il s'est dirigé vers la spéculation. Donc je dirais pour un résumé, et moi la dynamique de l'Amérique latine me fend le cœur, c'est la dépendance primaire exportatrice a été aggravée par le fait qu'on a compté sur les capitaux financiers de court terme pour industrialiser, ce qui a aggravé la crise du régime rentiste. Donc maintenant, c'est une double peine. On a la malédiction de la spécialisation internationale, vous avez vu les graphiques terrifiants de Louis, et on a le fait qu'on a nourri l'illusion que c'était les capitaux étrangers qui allaient financer quasiment à fond perdu la dynamique correspondante. Mais s'ils rentrent, ils peuvent sortir. Et le Chili, dans sa grande sagesse, a encore le cuivre est une exportation par l'État, et on coupe, comme la Suisse d'ailleurs, l'entrée de capitaux spéculatifs, parce qu'on sait parfaitement que macroéconomiquement, ça se termine mal par une bulle immobilière et une crise bancaire. Donc vous voyez l'exemple, à nouveau, l'extrême variété. Hein, c'est pour ça que la tâche de Louis était importante. C'était difficile, parce que vous avez un seul cas, les États-Unis, c'est vraiment, c'est un bolos, c'est clair. Et puis Louis avait le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, mon pays favori, etc. Vous voyez que c'est pour ça que je l'ai laissé parler longtemps, parce que, attendez, sa tâche était difficile. Vous avez sans doute... Allez-y. Je voulais juste dire un mot en réponse à la question qui était posée sur le rôle de la consommation aux États-Unis. La consommation aux États-Unis est devenue l'équivalent, un synonyme de liberté. Donc c'est devenu maintenant un élément idéologique. Et donc, penser, par exemple en Europe qu'on peut, on pourrait, une façon de régler les problèmes de ce crédit rampant, complètement délirant par certains côtés, se heurte à ça, se heurte à cette j'ai le droit de consommer, et donc c'est mon droit, c'est ma liberté. Je crois que c'est vraiment là un exemple parfait de ce que dit Hannah Arendt en disant que c'est la logique d'une idée. C'est un exemple concret de ce que ça peut être. Une dernière série de questions, je trouve bien sage, parce qu'on a visité des problèmes graves. Hein. Allez-y. Comme une ouverture potentielle pour une séance d'une année prochaine, je le sens. En Amérique du Nord, il y a au moins 2 pays, dont le Canada. Donc finalement, le Canada, tu le vois plutôt dans une logique nord-américaine ou une autre logique. J'ai entendu le Canada à un moment donné dans la présentation de Louis. Donc vous l'avez bien compris, ce n'est pas la réponse, c'est pour plus tard. Et peut-être une autre question qui est sans doute plus importante, c'est de savoir finalement, depuis 2008, est-ce qu'il y a eu un petit changement dans les cursus, notamment de ceux qui font des études d'économie. Comment on a intégré la crise, ou ne l'a-t-on pas intégrée? Puisqu'en fait, on sait bien que ce qu'on apprend quand on est à l'université ou autre a une influence, là aussi, sur la très 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 longue durée. Il y a une telle inertie de distribution des pouvoirs là qu'on continue à enseigner, y compris des séries statistiques, des pricing, des options fausses. Et je dirais que dans les business schools, on a remplacé un cours sur les dérivatifs par un cours d'éthique managériale. Donc c'est très cosmétique. Ce qui m'impressionne beaucoup par rapport aux années 30, c'est la résilience extrême de l'orthodoxie qui dit toute chose par ailleurs. Et la question de Greenspan est assez intéressante. Au début, il dit je ne savais pas. Je ne savais pas quand il va. Et puis il a maintenant sa position. C'est le moins mauvais des systèmes et de toute façon les crises sont le plus à payer. C'est ça la doxa. Alors que, avec mes collègues qu'on a fait pour le Conseil des économiques, on pourrait parfaitement diviser par 10 la probabilité des crises, hein, avec des instruments qui n'hypothèquent pas la liberté. Mais ce n'est pas la direction. Le marché, le pouvoir et la globalisation en créant des interdépendances complexes renforcent cet élément. Nous sommes petits. Donc les marchés nous diront ce que nous devons faire. Et du coup, je suis très frappé. Et l'équivalent de la révolution keynésienne tarde, parce que chacun bricole un modèle dans lequel il n'y a pas de monnaie, il y a asymétrie d'information, dans un modèle où nous sommes perdus par rapport au monde. Et ça joue un rôle parce que
lorsque la prochaine crise arrivera, une nouvelle orthodoxie n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas été travaillée conceptuellement. Ça sera à nouveau un bricolage, comme a été le contexte Élysée. Et c'est ça qui est à nouveau l'importance des idées, des théoriciens et des praticiens. Pour répondre en un mot à Hélène, non pas sur la première question, parce que je te laisse la réponse, mais sur la question de qu'est-ce qu'on enseigne aux États-Unis, ou est-ce que quelque chose a changé, en particulier dans les départements d'économie depuis la crise. Ce qui a complètement disparu, ça paraît totalement paradoxal, mais ça précède la crise, c'est les cours d'histoire économique. Il n'y a absolument plus aucun cours d'histoire économique. Donc Richard Sylla, qui est à Stern, à New York, se désole. Voilà, c'est l'un des grands historiens d'histoire économique aux États-Unis. Il n'y a plus de... L'histoire longue ne s'intéresse personne. Hein. Sauf les régulationnistes. Une dernière série de questions, n'hésitez pas. Hein. Attendez. Vous avez... Non, c'est bien, mais... Oh, attendez, excusez-moi. Voilà. Non, si vous avez une question rentrée, vous avez la chance d'avoir des effets en stéréo, même très stéréo. Hein. Merci beaucoup, je voulais vous remercier. Merci à vous. Beaucoup. Et je voulais signaler aussi la date du prochain séminaire. Et le thème, si vous pouvez le préciser. C'est le premier mardi du mois de mai. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais le sujet, oui, c'est sur photographier les Amériques. Le mardi. C'est le 7 Le mardi 7 avril. Photographier les Amériques et il y aura des images, bien sûr. 7 mai, pardon. Merci. Merci beaucoup.